Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Le Corner. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Carole Kolinker, donc directrice digitale data et CRM au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bonjour Carole. Bonjour, enchantée. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Nous, on est vraiment ravis de t'avoir. On le disait un petit peu avant de commencer l'enregistrement. Les Jeux Olympiques de Paris ont été quelque chose d'exceptionnel. Je sais que toi, tu es en pleine préparation des Paralympiques aussi. Mais c'est quoi le sentiment, là, le premier sentiment qui domine après avoir livré de ces Jeux Olympiques qui ont été reconnus à travers le monde comme vachement uniques? Je crois qu'il y a effectivement, ça a été un grand succès en France et ailleurs. Je pense que c'est un sentiment de fierté d'avoir réussi à embarquer toute la France derrière ces Jeux et que ce soit bien passé. Et puis aussi un sentiment d'humilité parce que dans un projet comme ça, on est qu'un rouage dans une énorme machine. Voilà, mais chaque rouage est nécessaire, donc c'est un mix des deux. Ouais, c'était une tellement grosse organisation et à la fois, il y a toujours eu ce sentiment que l'équipe qui organisait était relativement soudée ou en tout cas, c'était en fait un groupe pas si élargi de personnes qui ont énormément contribué, énormément travaillé depuis super longtemps. Donc, on était vraiment contents de nous voir en tant qu'acteurs du sport français une telle réussite des Jeux Olympiques. Mais juste pour revenir un tout petit peu en arrière, si tu peux nous faire une petite introduction de qui est Carole Kolinker, qu'est-ce qui t'a mené à ce poste-là? Donc, ravi que tu t'introduises à notre audience. Alors, donc moi, je suis Carole Kolinker, j'ai 50 ans, je suis au comité d'organisation depuis 5 ans. Et avant ça, j'ai une carrière assez diverse, on va dire. J'ai commencé dans la banque et la finance, dans la banque d'investissement à Londres. Après, j'ai travaillé dans le conseil pendant 3 ans chez McKinsey. Et puis après, je me suis très vite spécialisée dans le marketing et le digital et j'ai travaillé dans l'industrie du luxe et dans l'industrie des biens de consommation parce que j'ai passé presque une quinzaine d'années dans le groupe Carlsberg. Carlsberg qui est un gros brasseur danois. J'ai habité 10 ans au Danemark et puis qui a racheté Kronenbourg en 2008. Donc je suis revenue en France en 2008 quand ils ont racheté Kronenbourg. Et puis je suis arrivée au sport par la bière parce que on sponsorisait ou on était partenaire d'un certain nombre d'événements de musique et de sport chez Kronenbourg en France, donc tout ce qui était festival de musique avec la marque Kronenbourg et pas mal d'événements sportifs. Alors c'était des clubs de sport, des clubs de foot, des clubs de rugby, mais aussi des événements de glisse comme les X Games, comme des événements de surf, le FIS. Voilà, donc j'étais en charge de tous ces partenariats-là. Et puis Carlsberg était depuis des années partenaire de l'Euro et l'Euro a eu lieu en France en 2016 et donc c'est moi qui m'en suis occupée pour l'ensemble du groupe. C'est comme ça que je suis arrivée vraiment dans l'événementiel sportif à, on va dire, à échelle planétaire. Voilà. Et suite à ça, j'ai voulu continuer dans le sport. Donc j'ai rejoint Paris 2024 en 2019. D'abord au sein de la direction commerciale où je m'occupais de toute la partie offre pour les partenariats, pour la billetterie, pour les produits dérivés. Et puis en 2021, j'ai pris la tête de la direction digitale de Paris 2024. Ok, super intéressant. Donc toi, ton background, t'es plutôt arrivé au comité via ton expérience Carlsberg qui était beaucoup plus commerciale que digitale en fait. Parce que j'allais te demander du coup, est-ce que déjà sur l'Euro 2016, tu étais sur des objectifs d'acquisition de data, etc. dans ta collaboration entre Carlsberg et l'Euro, ou est-ce que c'était quelque chose qui était relativement nouveau pour toi aussi autour des Jeux Olympiques? Ouais, alors moi j'ai avant tout un background marketing et commercial. Donc c'est le rôle que j'avais sur l'Euro, de développer la campagne de la marque Carlsberg à l'échelle mondiale pour l'Euro, toutes les activations. Et puis en France, avec la loi E20, on n'avait pas le droit
de faire savoir qu'on était sponsor, ce qui était un peu une situation un peu spéciale. Il n'y avait pas de Carlsberg Mais zéro pour faire l'embouche marketing. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas de Carlsberg 0% pour faire Non, de mais l'embouche. même Carlsberg Zero, ça marche pas parce que Carlsberg, c'est une marque de bière, donc même ça, on peut pas faire de l'embouche. Donc on en a fait pas mal avec Tourtel, Twist, qu'on avait relancé à ce moment-là. Et donc moi, mon objectif, c'était et marketing et business, de se dire comment on utilise le partenariat pour augmenter nos parts de marché en France, en jouant sur l'ensemble du portefeuille qu'on avait en France, qui était Kronenbourg, 1664, Grimbergen, Carlsberg, Tourtel, etc. Ouais. Donc c'est avant tout mon background, mais aujourd'hui, quand tu parles de marketing, tu parles de digital. Et en fait, quand j'ai commencé sur mon premier poste au Cojo, je me suis assez vite rendu compte qu'il nous manquait une direction digitale qui ait tous les leviers en main pour et servir l'engagement des fans et servir les objectifs de revenus qu'on avait. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une base de données qu'on puisse créer et puis activer. Ça veut dire un programme CRM pour s'adresser à nos fans qui sont multiples et il y a de multiples façons en fait de s'intéresser au jeu, soit pour soutenir son pays, soit parce qu'on s'intéresse à un sport, soit parce qu'on s'intéresse au jeu en général, soit parce qu'on est juste fan de sport. C'était aussi tout ce qui est paid media. Et donc on a fait énormément de campagnes, que ce soit sur la billetterie, les produits dérivés, la marque, le Club 2024, etc. Donc il y avait besoin de coordonner tout ça, et toute la partie plateforme digitale, site internet, applications, etc. Voilà. Donc c'est comme ça. En fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que ça manquait. Donc j'ai été voir le directeur général et Tony, et je leur ai dit je pense que là il y en a un trou dans la raquette. On avait une petite équipe digitale à l'époque, mais qui s'occupait principalement d'activation. Et je leur ai dit, il faut absolument qu'on aille plus loin. On en a besoin, et en termes d'engagement de fans et en termes commercial. Et puis on s'est rendu compte aussi sur la fin que ça nous a beaucoup servi en termes opérationnels, que ce soit sur la sécurité, les transports, tout ce qui est food and beverage, voilà. Donc ça a servi en fait sur les 3 gros piliers qui sont les opérations, le fan engagement qui est du marketing et le commercial. Ouais, trop bien, parce qu'il y a tellement de sujets à découper là déjà. Mais en gros, l'objectif premier, c'était de connaître la database pour vous en tant que Cojo, pour l'organisation. Et après, il y a quand même eu le côté réutilisation de cette data en aussi peu de temps, parce que finalement, entre 2021 et 2024, pour des leviers commerciaux avec les sponsors, que vous avez réussi à monétiser de cette manière-là. Ouais. Alors la database, on n'en avait pas. On avait hérité d'une toute petite base de données du comité de candidature. Ouais. Et le CIO, lui, avait une base de données qui était assez faible. Ils ont réussi à récupérer celle de Tokyo, mais qui était principalement des Japonais. Voilà, donc on est globalement parti de rien. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on commence à savoir qui s'intéressait à nous, et donc créer cette base de données, et puis commencer à comprendre un peu le profil de nos fans. Donc on a créé très vite le Club 2024, qui existe toujours, qui était en gros, tu t'inscris et puis on te fait vivre un peu l'expérience des jeux de l'intérieur. Donc ça te permettait de suivre un peu les différents projets, le lancement de notre marque, le lancement de la mascotte, puis ça permettait aussi de pouvoir collecter des points pour courir le marathon pour tous, qui a été un énorme succès. Donc au début, on avait quand même dans notre base, on avait quand même beaucoup de runners qui avaient très très envie d'avoir leur dossard. Et puis petit à petit, la base s'est élargie et on arrivait à peu près à 1 million de personnes juste avant l'ouverture de la billetterie en 2022. Et là, on savait qu'avec l'ouverture de la billetterie, la base de données exploserait, et aujourd'hui, on a quasiment 7 millions de personnes dans la base. Donc tu vois, c'est une croissance extrêmement rapide. Et on s'est attelé surtout à bien comprendre les différents profils qu'il y avait dans cette base pour pouvoir adapter nos communications, parce qu'il y en a qui avaient juste envie d'avoir leur dossard pour le marathon pour tous, et il y avait que ça qui les intéressait. Il y en a d'autres qui avaient envie d'être hyper actifs, de pouvoir postuler pour être volontaire, de pouvoir postuler pour porter la flamme, de comprendre tout ce qui se passait dans le Cojo. Il y en a d'autres qui étaient juste intéressés pour acheter des billets. Voilà, donc c'est assez divers, que ce soit en termes de motivation, mais que ce soit aussi en termes de nationalité, parce qu'on a à peu près un peu plus de 50% de Français, 55% de Français, le reste c'est des internationaux. C'est assez divers aussi sur les Français, sur la répartition géographique. On pourrait croire qu'il y a que des Franciliens, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc on a passé pas mal de temps à bien comprendre un peu qui s'intéressait à nous pour pouvoir envoyer la bonne communication à la bonne personne au bon moment. Ouais.
Intéressant. Donc là, deux leviers. Donc c'était la partie gamification pour obtenir quelque chose, un dossard. Donc t'as la partie billetterie. Et ensuite derrière et là on comprend que vous êtes allé chercher votre masse là-dessus. Ensuite tu disais tu étais en charge de toute la partie site internet, applicatif, etc. La relation partenaire aussi, tu étais naturellement très proche. Et après, il y a la partie relation avec le diffuseur aussi. Tu peux nous aiguiller un petit peu sur comment tu réussis à récupérer différents fans ou différents amateurs de sport qui voulaient suivre les Jeux Olympiques via ces différents leviers, parce que finalement, en fait, tu peux aller chercher de la data sur tout le monde de différentes manières. Qu'est-ce que tu as fait au-delà de la billetterie, au-delà de ce système de dossard pour aller récupérer un volume de fans du club, enfin de personnes dans le club 2024 le plus large possible? Je pense que en fait la force des Jeux, c'est que c'est un projet qui au fond est très universel. Donc par définition, les Jeux, ça attire des profils très différents. Je pense qu'à la différence d'un Euro que je connais bien, où on est sur du fan de foot, là on a plein de gens qui ont voulu d'une manière ou d'une autre participer aux Jeux. Notre thématique sur le club, c'était toi aussi fais les Jeux. Voilà, donc naturellement, on a eu des profils très différents qui sont venus à nous. On s'est beaucoup attelé à essayer de comprendre l'intérêt des gens. On a travaillé aussi un peu avec nos partenaires, donc nos sponsors. Donc on a monté des opérations croisées avec certains d'entre eux. Notamment ceux qui avaient des grosses bases de données. Ça a pas toujours eu un succès énorme, parce que c'est pas tout à fait la même façon d'activer une base de données quand vous êtes un Carrefour, quand vous êtes un Procter & Gamble ou quand vous êtes un événement sportif. Voilà. Donc en fait, naturellement, les gens sont venus à nous. Ce qu'on a fait, c'est beaucoup de gamification. Et c'est vrai que la billetterie, ça a été un moyen énorme de collecter de la donnée. D'autant que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, on avait une billetterie unique. C'est-à-dire qu'avant, jusqu'à Tokyo, le Kojo vendait sur le pays hôte, et après, sur l'international, c'était chaque pays qui était responsable via son CNO. Là, le système a changé, et donc pour la première fois, nous on vendait dans le monde entier, ce qui nous a permis aussi de récupérer de la donnée du monde entier. Voilà. Donc vous vendiez pour le monde entier en tant que Kojo. Parce que c'est intéressant, parce que moi là dans ma réflexion en préparation aussi, donc pour récupérer mes billets, j'avais mon application Ticket. Ouais. J'ai dû télécharger l'application Olympique aussi, qui j'imagine est une application du CIO, ça originalement, ou en tout cas vous partagez la base de données avec le CIO. Et je me demandais aussi dans ce process-là, quand je suis allé à mes événements, j'ai scanné des QR codes par exemple au Stade de France. Est-ce que vous, en tant que Kojo, vous avez pu réunir et plugger toute cette data entre ce qui était récupéré depuis le stade, depuis mon ticket et depuis le Kojo? Est-ce que vous avez réussi à consolider tout ça, ou est-ce que c'était des bases de données séparées, parce que quand même, avec le temps imparti et la taille du projet, vous avez dû prioriser certains axes? Alors, la grosse conviction que j'avais quand j'ai monté cette direction digitale, c'était d'avoir une base de données unique. Jusqu'à présent, au sein de tous les Kojo, il y avait deux bases de données. Il y avait la direction de l'engagement, qui en gros collectait des bases de données de fans, et puis il y avait la billetterie. Ils avaient chacun leur base de données, et souvent les équipes avaient du mal à se coordonner et à se parler ensemble. Donc, moi j'ai dit, il nous faut une seule base de données pour connaître la personne qui est en face de nous, savoir si elle est fan, si elle veut aussi être volontaire, si elle veut porter la flamme, si elle a acheté des billets, quel billet elle a acheté, etc. Pour éviter en plus que derrière, dans nos communications, chacun shoote ses communications de son côté. Sachant qu'en plus, nous, on a un écosystème assez large, c'est-à-dire qu'au-delà du site de Paris 2024, on avait aussi des sites dédiés par type de population. Donc, on a tout un écosystème qui s'appelle Génération 2024, qui s'adresse à la communauté éducative. Et on a activé la semaine olympique et paralympique, les 30 minutes de sport par jour à l'école, etc. On a toute la communauté aussi qu'on a appelée Terre de Jeux, qui est un label qu'on donnait aux collectivités territoriales. Voilà, donc on a fait aussi un site internet spécifique pour les centres de préparation aux Jeux, qui s'adressait au CNO, etc. Mais on a fait le choix pour tous ces sites internet d'avoir un seul SSO qui permettait de tomber dans une base de données unique. Donc ça nous a permis d'avoir une cohérence en termes de données et de pouvoir mettre toutes les informations au sein d'une même base et d'avoir une granularité assez fine en termes de connaissances de nos fans. Donc ça a été la première chose qu'on a fait.
Et après, sur les apps, on a fait différemment parce que sur la billetterie, on voulait une app dédiée en raison, c'est la première fois qu'il y avait un billet uniquement digital. Et pour des raisons de sécurité, on a fait une app dédiée. L'app Olympics que tu mentionnais, en fait, c'est pas l'app du CIO, c'est l'app du CIO et de Paris 2024. On l'a co-développée. Donc c'est l'app officielle avec les résultats, la compétition, plein d'articles sur les résultats sportifs, etc. Mais on y a ajouté aussi cette fois-ci une section dédiée aux spectateurs. Et donc quand tu avais des billets avec le même SSO, tu te connectais sur l'app olympique, les données te reconnaissaient et tu retrouvais tous tes événements, donc tous les billets que tu avais achetés avec la carte interactive du site de compétition sur lequel tu te rendais, si tu pouvais commander de la nourriture à ta place, comment se rendre sur site, les règles du sport, etc. Donc ça, les données se parlaient entre elles. Et puis il y a une app spécifique sur les transports publics qui a été développée par IDFM, spécialement pour les jeux. Voilà. Donc, mais effectivement, on a beaucoup œuvré pour que tous les systèmes se parlent. Ouais. L'avantage, c'est que Paris 2024, tu commences, t'es une start-up, il y a rien. Donc, on n'a pas Ouais, un héritage de données et de systèmes compliqués. Voilà. Ouais. Par contre, il faut très vite monter quelque chose qui va être assez robuste. Tu vois, au début, on a commencé avec des outils assez simples et puis très vite, il faut passer sur des choses beaucoup plus robustes parce qu'on sait qu'en termes de volume, ça va être assez énorme et en termes de flux aussi. Ouais, parce que c'est ça qui est, enfin, avec l'expérience du digital, il y a le côté, OK, tu as le SSO, mais en fait, c'est réussir à scaler super rapidement d'effectivement, OK, une poignée d'utilisateurs, ou tout à coup 7 millions d'utilisateurs, c'est jamais évident et d'automatiser les workflows, mais super intéressant parce qu'effectivement, la base, c'est le SSO et c'est de faire en sorte que tu te connectes une fois et que ensuite tous tes points de data est au même endroit. Et donc, j'imagine que vous avez choisi un CRM pour pouvoir hoster toute cette data. Et derrière, est-ce que vous avez utilisé un CDP aussi pour pouvoir réutiliser de différentes manières cette data? Ou est-ce que vous êtes arrêté au SSO, au CRM et qu'il y avait un process plus manuel avec ensuite derrière les différents sponsors pour l'intégration et le partage des data quand pertinent commercialement? Ouais. Alors, effectivement, on a choisi un SSO, on a choisi un CRM, donc on travaille avec Salesforce, qui est notre partenaire aussi. Ouais. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le SSO, c'est le même que celui qu'utilise le CIO. Donc, on appelle l'Olympic ID. Donc, aujourd'hui, tu peux te connecter. Alors, avant, il y avait 2 sites Internet. Il y avait celui de Paris 2024 et celui du CIO. Là, au mois de mars, on a mergé les deux en se disant, à un moment, au début, eux restent olympiques et puis il y avait d'autres Olympiades. Il y avait Tokyo, il y avait Pékin, etc. Mais à un moment, pendant les Jeux, pour le commun des mortels, Paris 2024, le CIO, les Jeux Olympiques, c'est la même chose. Donc, on a fait le choix d'avoir un seul site Internet. Pareil, c'est la première fois que c'est fait. Et on a le même SSO. C'est-à-dire que le SSO que tu avais pour Paris 2024 te sert aussi pour Olympics et tu pourras continuer de t'en servir pour les futures éditions des Jeux. Donc ça a été fait très vite. Après, on a mis en place tout un outil de reporting pour pouvoir analyser cette donnée. Donc moi, j'ai toute une équipe de data analyst qui s'occupe de ça. Voilà. Par contre, on n'a pas de CDP à proprement parler. Tout est fait via Salesforce. Ok, super clair. Et tiens, par curiosité, du coup, tu disais mon équipe, c'était une équipe de combien de personnes sous toi pour pouvoir gérer un événement de cette envergure et avec tous les points d'interaction qu'il doit y avoir digitalement? Alors, ça dépend si tu me demandes maintenant ou il y a 3 mois ou il y a 4 ans. Non, au début, quand t'es arrivé. En fait, l'équipe, elle est organisée en différents pôles. Il y a un pôle data avec des data analystes qui eux s'occupent justement de la base de données, de toute la partie reporting, qui travaillent avec beaucoup de directions en transverse. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ils travaillent avec la sécurité, avec le transport, avec l'équipe food and beverage, avec la logistique, etc. Donc en fait, cette compétence qu'ont les data analystes, c'est la seule direction au sein du COJO qu'il a. Donc finalement, très vite, les gens sont venus vers nous pour tout type de dashboard, d'analyse et autres. Donc il y a l'équipe data, il y a l'équipe CRM qui s'occupe de tout ce qui est envoi de communication digitale aux fans et aux spectateurs via de l'emailing. Et puis pour les spectateurs, on fait aussi du SMS, de la push notif. Il y a l'équipe paid média qui s'occupe de coordonner toutes nos campagnes médias. Et puis il y a l'équipe plateforme qui gère toute la partie site internet, application. Et puis on a aussi un centre de contact dont je suis en charge. Donc au début, on était 4. Je te fais rapidement l'histoire. Très vite, j'ai monté donc ces différents pôles. Juste avant les Jeux, on était, on va dire au mois de janvier, on était une 30aine. Et là, maintenant, pendant les Jeux, on est une 60aine.
Ok, d'accord. Mais c'est ton équipe que tu déploies dans les différentes verticales. C'est pas des gens d'autres équipes qui sont dédiés au digital et que tu Non, en fait, toutes les compétences digitales sont au sein de mon équipe. Par contre, on a pas mal de prestats externes aussi qui viennent nous aider. Une agence CRM, une agence data, etc. qui sont en renfort et qui là pendant les jeux sont intégrés dans l'équipe à 100%, qui shiftent avec nous, etc. Ok, donc c'était 30% de personnes qui étaient contractées au Kojo et 30 personnes qui étaient un support supplémentaire. À peu près, ouais. Après, il y a des CDD qu'on a embauchés là pour 3 mois, donc tu vois, il y a un peu de tout. Ouais, top. Et donc tu disais que c'était la première fois que vous gériez toute la billetterie. Moi, je suis curieux de savoir quel est l'accord entre un Kojo et le CIO ensuite pour le côté, toute cette data-là. Est-ce que moi, le fait d'être rentré là, maintenant, je suis de la data qui appartient au CIO aussi? Ou est-ce qu'il y a certaines choses qui appartiennent au Kojo et vous en basculez une partie côté CIO? Comment ça se passe, ce transfert de data, d'autorisation? Ouais. Alors en fait, le CIO a une feuille de route stratégique qui est sortie en 2020 qui s'appelle l'Agenda 2020. Et il y avait dans cette feuille de route toute une partie liée au digital, où le CIO avait bien conscience qu'il fallait qu'ils accélèrent sur ce sujet-là et qu'ils simplifient les choses aussi. C'est-à-dire que, en termes d'écosystème digital, entre ce que fait le CIO, ce que fait les différents COJO, plus des fois il y avait des sous-marques, etc. Il y avait je sais pas combien de comptes réseaux sociaux, de sites internet, etc. Et à juste titre, ils se sont dit il faut qu'on simplifie ça pour le grand public, c'est trop compliqué. Donc ça c'était une première chose. La deuxième chose c'était effectivement de créer une base de données de fans parce qu'ils voient bien que à chaque Olympiade ils ont un énorme pic d'attention et puis ça se baisse. Sur l'hiver il y a un pic d'attention mais qui est plus petit, puis ça redescend, etc. Et surtout le gros de la base de données, elle se crée via la billetterie, ce que je te disais. Et comme c'était géré par les COJO, eux n'avaient pas beaucoup de données. Donc là-dessus, moi, je suis rentrée en discussion avec eux et on a négocié pendant 2 ans un accord de collaboration digitale pour pouvoir servir leurs objectifs, qui étaient effectivement de rationaliser l'écosystème digital et de créer cette base de données unique. Mais tout en servant aussi nos objectifs à nous, où on avait besoin de garder la main sur le site internet pour qu'il soit aux couleurs avec le tone of voice de Paris 2024 parce que chaque édition des jeux est quand même très spécifique. Y ajouter toute la partie spectateur et garder la main aussi sur les données jusqu'à la fin des jeux parce qu'on a besoin de pouvoir continuer à parler aux fans qui ont demandé de parler à Paris 2024 et pas au CIO. Donc on a fait un accord avec eux et donc effectivement c'est pour ça qu'on a le même SSO. Donc quand tu t'inscris, si tu cliques l'opt-in parce qu'il y a un opt-in bien sûr pour le CIO, tu continueras d'être dans leur base. Et si quelqu'un qui s'était inscrit sur le CIO cliquait l'opt-in Paris 2024 et les autres COJO, parce qu'ils l'ont anticipé, on pouvait aussi s'adresser à lui. Voilà. Puis après, on a défini des règles de qui s'adressait à qui. Donc ça, c'est prévu. Donc tous les gens qui ont cliqué l'opt-in CIO resteront dans l'écosystème digital du CIO. Mais on a aussi prévu de léguer une partie de cette base au mouvement sportif français, donc au CNOSF et au CPSF, Comité national olympique français et paralympique. Et pareil, on a un opt-in qui a été intégré dès le départ pour le CNOSF et le CPSF, pour que eux puissent aussi réutiliser notamment la base de données de français qui les intéresse particulièrement. Ok. Donc ça, on l'a anticipé dès le départ. Ouais. Et il semblerait qu'a priori, c'est la première fois par rapport à ce que tu me disais dans la construction qu'ils avaient auparavant que ça a été bien réfléchi digitalement pour que cette base de données serve aux différentes entités de manière cohérente après l'événement. Exactement, c'est la première fois que ça a été fait. Nous, je te dis, on n'avait pas récupéré grand-chose, à part, il y avait énormément de Japonais, mais il y a peu de Japonais qui sont venus en France, donc ça ne nous intéressait pas beaucoup. Et tu vois, là, nous, dans notre base, la première population, c'est la France, mais après, dans les acheteurs de billets, c'est les Américains, les Anglais, etc. Donc, pour LF28, récupérer cette page-là, ça va être hyper intéressant. Et petit à petit, plus le CIO va pouvoir avoir des éditions des jeux qui passent, plus ils auront une base qui sera riche. L'enjeu pour eux, ça va être de maintenir cette page active parce qu'ils ont ces énormes événements tous les 2 ans, voilà, et qui sont pas forcément les mêmes types de fans en plus entre les jeux d'hiver, les jeux d'été, voilà, donc ils ont un vrai enjeu là-dessus. Bah, ça, c'est un éternel débat de comment engager ta population quand les CIO à travers les événements, ils ont fait essayer plein de choses, l'Olympic Channel, etc. Ça reste toujours compliqué, mais en tout cas déjà avoir la base de se dire, moi, si j'ai accepté ce opt-in la CIO, je vais être un fan des Jeux Olympiques d'une manière générale et pouvoir tirer des avantages de différentes manières. Il y a déjà un truc à construire
entre Paris 2024 et LA 2028, si c'est bien fait aussi en collaboration entre la Russie et LA 2028. Et je suis sûr que ça le sera parce qu'ils sont obligés d'avancer sur ces sujets digitaux, parce que j'imagine que les résultats d'un point de vue économique ont été incroyablement puissants dans la réalisation de ta stratégie, enfin de votre stratégie. Qu'est-ce que tu veux dire par résultat économique? En gros, ce côté bien structuré digital, l'expérience digitale, tu avais le côté, je trouve que quand tu t'authentifiais, tu avais un premier téléchargement, etc., qui était un petit peu compliqué, mais après, c'était super fluide. Ouais. C'était facile, tu avais les informations, etc. J'imagine qu'en termes de trafic, en termes de remplissage de stade, en termes de facilité d'accès à la donnée, en termes de coûts de support, maintenance, etc., ça fait faire soit des économies, soit ça permet d'avoir de la vente supplémentaire par cette bonne expérience. En fait, c'est ce que je te disais, on s'en est servi beaucoup sur les opérations, c'est-à-dire que là, pendant les Jeux, notre rôle, je dirais l'engagement des fans. Bon, il a été fait, on a continué d'activer, de raconter le Parc des Champions, le Club France, etc. Mais on a défini tout un parcours de communication pour les spectateurs. Et l'objectif, c'était qu'ils aient le maximum d'infos pour se rendre sur site, pour faciliter leur venue et faciliter les opérations sur site et éviter qu'il y ait la queue, que les gens aient oublié de télécharger leurs billets, qu'ils sachent comment circuler sur le site de compétition, etc. Et donc, on avait défini tout un programme où on leur envoyait on leur envoie, parce que là, on continue pour les paras, différents emails à J-14, J-5, J-3, J-1. On les a traduits dans 9 langues, pour que les étrangers puissent aussi avoir les bonnes informations. Ah, ouais. Et on renvoyait des SMS la veille et 3 heures avant. Voilà, notamment, n'oubliez pas de prendre le temps nécessaire sur les transports, parce que c'est parfois plus long que ce que vous connaissez en tant que francilien, ou pour les étrangers pour qu'ils prennent bien le temps, la fermeture des portes, etc. Et ça a permis d'éviter des couacs qu'il y a eu, par exemple, sur la Coupe du Monde de rugby au début, où ça a un peu poussé aux portes. Voilà, et là, ça s'est passé de manière hyper fluide. Et on a adapté les messages en plus en fonction des sites. Donc moi, dans mon équipe, j'ai des personnes qui font la coordination entre les sites et mon équipe, et qui tous les jours appellent les sites pour savoir comment ça s'est passé, etc. Est-ce qu'il faut qu'on change le SMS? Est-ce qu'il faut qu'on l'envoie plus tôt, plus tard? Est-ce que plutôt que de dire le train, penser au temps de trajet, il faut plutôt parler du fait qu'il y a eu de la canicule ou des fortes chaleurs. Enfin voilà. Donc c'était vraiment après aussi de la personnalisation en s'appuyant sur l'expérience physique des sites qui nous disent moi j'ai un problème, j'ai trop de gens par cette entrée A, j'aimerais qu'il y en ait plus qui arrivent par l'entrée B. Voilà, et donc nous on redispatchait en disant pensez aussi à prendre l'entrée B. Voilà, donc on était vraiment la main armée quelque part en termes de communication pour les spectateurs des opérations sur site. Ouais, je dois dire que mon expérience, moi j'ai fait 4-5 événements, mon expérience d'accès à la place a toujours été géniale. L'expérience food and beverage a toujours été avec beaucoup de queues, comme souvent malheureusement en France. Mais c'est vrai que quand je compare à mes différentes complexités d'accès pour les événements d'une manière générale, ça a été incroyablement fluide sur tous les sites pour les Jeux Olympiques. Donc on a compris là sur la partie Kojo, comment vous allez réutiliser et repartager à l'écosystème sportif français. On a compris les intérêts du CIO, comment eux vont l'utiliser a posteriori pour les prochains événements. Donc l'autre sujet, c'est les partenaires commerciaux. Est-ce que sur un événement comme les Jeux Olympiques, on est encore sur du global de reach en termes de j'ai le mot en anglais je vais le dire en anglais parce que sinon on va perdre trop de temps, mais expectations de ce que les marques veulent retirer, ou est-ce que c'est de plus en plus pointu avec le côté ta stratégie commerciale de partenariat pour un Coca-Cola va être vachement différente de celle pour un Intel ou pour un Atos? Est-ce qu'on utilise vraiment beaucoup la data dans le côté sponsoring avec les gros partenaires des Jeux Olympiques? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les partenaires des JO, tu as différents types de partenaires. Je dis ça pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sauraient peut-être pas. Il y a les partenaires top, donc qui sont les partenaires qui sont signés par le CIO et qui ont des droits sur le monde entier. Et nous, le Kojo, on a des partenaires nationaux uniquement, donc qui peuvent activer leur partenariat uniquement en France, avec différents partenariats. On a 3 rangs de partenariats. Donc pour l'audience, tu peux donner 2-3 noms de chacun. Oui, enfin, il y a Coca-Cola. Ouais, alors les partenaires top, typiquement, il y a un Coca, il y a un Atos, il y a un P&G, un Toyota, Airbnb. Et nous, on a 3 rangs de partenariats. On a nos rangs 1 qui ont exactement les mêmes droits que les partenaires top, mais uniquement sur la France. Donc ça, c'est des Orange, LVMH, Carrefour, Sanofi.
Les rangs 2 qui ont pareil les droits uniquement en France mais moins de droits, c'est typiquement des que je dise pas de bêtises, le Coq Sportif, Decathlon, voilà. Et puis les rangs 3 là il y en a beaucoup. C'est plus du B2B en général. Il y a un Enedis, il y a un SNCF, Air France, etc. Voilà. Nous, on a pas mal discuté avec les partenaires top et les rangs 1 et un peu les rangs 2, mais notamment ceux qui sont très sur le B2C, sur la partie digitale, avec plusieurs choses qu'on pouvait leur proposer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on ne partage pas notre base de données avec les partenaires. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès directement à notre donnée. Ils peuvent s'adresser à nos audiences, mais via nous. Mais ils n'ont pas directement accès à la base de données. Sinon, tu t'inscris sur Paris 2024 et tu vas être bombardé de mails par tous les partenaires. Ça n'a pas de sens et on ne voulait pas ça pour nos femmes. On a adapté à chaque fois aux besoins de chacun. Typiquement, Airbnb, qui est partenaire du Relais de la Flamme, en plus d'être partenaire de Paris 2024, ils avaient un enjeu de recruter plus d'hôtes. Leur enjeu, c'est pas tellement de trouver des gens qui veulent louer, qui veulent louer un Airbnb, mais c'est des gens qui mettent en location leur logement. Et donc, on a travaillé avec eux dans le cadre du Relais de la Flamme pour justement inciter les gens à mettre leur logement en location sur Airbnb. Et donc ça, on l'a fait via différents emails qu'on a envoyés en disant voilà, le Relais de la Flamme passe près de chez vous, peut-être que ça peut vous intéresser, etc. Donc à chaque fois sur le fond, on a travaillé dans le détail avec eux. On a fait des opérations croisées aussi avec Carrefour, avec P&G. On en a fait par exemple avec Orange, où on s'est adressé aux spectateurs pour que les spectateurs étrangers puissent acheter une eSIM Orange. Donc c'était aussi dans l'objectif de faciliter la vie du spectateur, etc. Donc on a monté pas mal d'opérations comme ça. On leur a proposé aussi de la visibilité sur le site internet et l'application Olympics, donc le site et l'application officielle. Voilà. Et puis après, il y a des partenaires qui ont des droits spécifiques, typiquement Visa. Ils sont le partenaire de paiement unique, voire privilégié suivant les cas. Mais sur les sites de compétition, c'est le partenaire unique. Donc ça, on a pas mal de communication autour de Visa, mais qui sont plus à but opérationnel qu'à but marketing. Voilà, pour expliquer aux gens quand vous vous rendez sur site. Voilà. Donc ça, la base de données sert aussi à livrer les droits qui ont été négociés soit par le CIO, soit par nos équipes partenariats au sein du projet. Airbnb, ça a super bien marché, non? J'ai l'impression que tout le monde, enfin, moi, je fais partie des gens qui ont mis sur Airbnb tard, mais plus personne ne louait à ce moment-là. C'est une campagne qui a super bien marché pour Airbnb, non? Et je pense que mais je pense que globalement les sponsors sont assez contents. Je sais que Carrefour était très content aussi parce que les ventes en grande distribution ont très bien fonctionné pendant les jeux. Coca aussi. Donc je pense que globalement de toute façon le succès des jeux retombe aussi sur les partenaires. Donc voilà, je pense ils sont assez contents de la quinzaine et là on va attaquer les Paralympiques et ils sont tous très motivés par les Paralympiques. Parce que c'est des valeurs très importantes l'inclusion aujourd'hui, voilà, et c'est un moyen pour eux de travailler sur les Paralympiques. Ouais. Et juste pour rentrer dans le pratico-pratique, donc tu parlais des cartes SIM Orange parce que je vois bien Airbnb, ça va être du digital parce que tu vas envoyer en amont de la compétition quand la personne a récupéré son billet ou est inscrite au Club France. Club 2024, pardon, super clair, tu vas lui envoyer un mail et ça va faire sens. Acheter une carte SIM, comment est-ce que tu fais en sorte que les gens prennent un abonnement Orange sur place? Parce que, ok, tu as le côté mailing en amont, mais c'est surtout le côté pratico-pratique sur place. Tu vas aller choisir la meilleure solution, la plus proche et la plus simple pour ton abonnement pendant la quinzaine ou pendant le mois dont tu as besoin. Mais là, c'était Nissim en fait qu'on proposait. Donc en fait, dans tous les emails spectateurs qu'on envoyait aux étrangers, on savait qu'ils allaient venir en France, notamment ceux qui n'étaient pas dans le périmètre européen, et on leur disait pensez à acheter une eSIM avant de venir en France, ça facilitera vos communications sur place et ça vous permettra aussi de télécharger l'application, les billets, etc. Donc ça, on l'a travaillé avec Orange spécifiquement. Donc c'était vachement digital aussi. C'est marrant, c'est fou, tout a l'air, tout a vraiment l'air d'avoir pris le virage digital autour de ces événements, de cet événement, parce que j'ai pas l'impression, en tout cas, mais pour avoir fait, si Roland Garros et Wimbledon, t'as quand même un énorme virage qui a été opéré récemment, mais sur les grosses compétitions Coupe du Monde 2022 ou en tout cas pour revenir à l'Euro 2016, j'ai l'impression que on était à des années-lumière digitalement de ce qui a été fait pour Paris 2024.
Ouais, mais ça va tellement vite, tu vois. L'Euro 2016, c'était déjà il y a 6 ans, donc 6 ans dans le digital, c'est une Ouais, éternité. Donc c'est pour ouais. ça aussi que tu vois, LA 2028, je sais pas ce qu'ils feront parce que en 4 ans, il peut se passer plein de choses. Bon, je pense qu'en plus là-bas, il va y avoir toutes les grosses boîtes de tech qui vont vouloir montrer leurs innovations. Donc voilà, ils auront plein de choses à réinventer. Donc voilà, nous on a construit, mais voilà, en 4 ans, il se passe tellement de choses que ils Ouais. verront à ce moment-là comment les gens communiquent, s'informent. Ouais. Ouais, il risque d'y avoir du spectaculaire VR, AR, mais je pense que ouais, le gros mouvement qui aura un vrai impact commercial, j'imagine qu'il y a celui de l'utilisation de l'IA. Mais bon, ça, c'est dans 4 ans, ça peut être tellement différent, comme tu l'as dit. Et donc, OK, pour les marques, super clair. Est-ce que vous arrivez à travailler avec les différents COJO d'une manière générale sur la data, sur les échanges, sur les partages? Donc, dans un sens, que eux réussissent à vous dire qui sont un peu les licenciés, qui sont les personnes potentiellement intéressées par les différents événements et que vous pourriez recruter. Et dans l'autre sens, vous, le partage de ces données-là, dans l'autre sens, aux autres COJO, parce que fondamentalement, c'est vos collègues et pas vos concurrents. Enfin, ouais, c'est littéralement Ouais. c'est pas des, Alors, bah, nous, quand moi j'ai commencé en 2019, donc Rio, Londres, c'était fini. Tokyo, bah, ils avaient le cas un peu particulier, c'est qu'ils n'ont pas eu de spectateurs malheureusement. ouais, Donc c'était un cas un peu à part. Et puis voilà, il y a aussi quand même la barrière de la langue et de la culture, etc. Donc moi j'ai pas mal échangé avec eux pendant les Jeux de Tokyo et un peu en amont. ouais, Mais tu vois, là, on est quand même les premiers jeux qui se refont avec spectateurs. Donc, on a dû avoir plein de choses à réinventer. Et donc, sur le digital, on est quand même un peu reparti d'une page blanche. En termes de données, voilà, on a récupéré 2, 3 trucs de Tokyo. Mais tu vois, Rio, il y avait rien. Et donc, je dirais la meilleure, là où on a eu le plus de feedback ou de choses qu'on pouvait réutiliser, ça datait de Londres. Mais tu vois, de Londres, c'est 2012. Donc, dans le digital, c'est tellement vieux. Ouais, donc tu as quand même tout à réinventer. Après, nous, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré que les données qu'on a aujourd'hui, elles partent au CIO, qui les partagera aux autres COJO. Les autres COJO ont le droit de les utiliser. ouais, Mais tu vois, typiquement avec Milan, qui sont les Jeux d'hiver de 2026, là, qui arrivent dans 15 mois, on leur a dit, nous, on garde la main sur toutes nos données jusqu'à la fin des Jeux. C'est-à-dire que même les Italiens, c'est nous qui avons la priorité pour s'adresser à eux. Donc, si un Italien s'inscrit sur Paris 2024, ouais, d'accord. si Milan veut leur shooter une communication, ils nous demandent avant et c'est nous qui avons la priorité. Maintenant, demain, fin du mois de septembre, quand on disparaît, bah, cette donnée-là, après, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, c'est un peu le but aussi. Mais tu as toujours cet enjeu de temps qui est long entre deux COJO, en fait. Donc on n'est pas vraiment en concurrence. Par contre, c'est vrai que voilà, on se parle quand même pour éviter de shooter en même temps, de raconter voilà des choses en même temps, de pas avoir de toute façon des temps forts en même temps, tu vois. Au moment où on lance quelque chose, bah c'est pas LA va pas lancer son nouveau logo ou sa mascotte au même moment. Donc ça, mais ça on se cale, tu vois, à un niveau plus global au sein du COJO de se dire voilà, quand Paris 2024 a une grosse annonce à faire, bah Milan fait pas la même ou LA n'en fait pas une à ce moment-là. Ça de toute façon on se calme. Mais on a des cycles de vie très différents aussi. Donc globalement, il n'y a pas beaucoup je dirais, d'embouteillage en termes de communication. Tu vois, LA, c'est encore très loin dans 4 ans. Ouais, Milan, ça se rapproche, mais les Jeux d'hiver, c'est très particulier. Tu vois, c'est un petit nombre de pays que ça intéresse. Tous les pays du Sud, bah, ils sont moins sur les Jeux d'hiver quand même. C'est ouais, pas forcément les mêmes fans. Voilà. Donc, il y a plutôt une bonne collaboration, pas mal d'échanges. Moi, au début, j'ai changé beaucoup avec Tokyo. LA, on a commencé ensemble, en fait, parce qu'on a eu les jeux au même moment. Donc, on voit ouais. bien qu'on est parti sur la même ligne de départ. Et puis, très vite, en fait, nous, on est arrivé dans une phase beaucoup plus opérationnelle. Et eux, ils sont encore là où moi j'étais il y a 4 ans. Ouais. Donc, très vite, voilà, d'un échange, c'est devenu plus eux qui nous posaient des questions de, bah, où est-ce que vous en êtes, comment vous faites, et là-dessus, comment vous avez fait, etc. Mais ça me fait penser, LA va devoir attendre la fin de Milan pour ensuite récupérer le côté, enfin la priorité sur la communication auprès des gens qui sont inscrits dans la database aussi. Alors, ça, il faut qu'ils voient, tu vois, il faut qu'ils se mettent d'accord là-dessus entre LA, Milan et le CIO. Tu vois, peut-être que Ouais, sur les Américains, ils peuvent avoir la priorité. ouais, Sauf si d'accord, ouais. tu es aussi, tu vois, potentiellement spectateur à Milan et que tu vas aller jusqu'à Milan pour les Jeux d'hiver. Après, je pense que sur les pays européens, ce serait logique de laisser la priorité à LA. En tout cas, les pays européens qui sont très forts en Jeux d'hiver, la France, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, etc.
Moi, j'ai une autre question pour revenir sur un sujet un petit peu différent et pour se rapprocher des derniers éléments sur lesquels échanger. Tu as parlé de beaucoup de gamification dès le début de notre échange. Est-ce que ça a eu un gros impact? Est-ce que tu as vu... Et alors, attends, laisse-moi faire un pas en arrière. La gamification, c'est quelque chose d'élément. Je sais aussi, j'en avais parlé avec Julien Tassi au tout début, que vous avez voulu faire des Jeux Olympiques où on n'utilise pas trop le téléphone dans l'enceinte. Pour tout l'accès, pour tout ça, pour toute l'expérience, vous vouliez beaucoup l'utiliser en dehors du stade, mais pas trop dans le stade. Et tu as parlé des éléments de gamification. Est-ce que tu as réussi à avoir un réel impact sur la consommation récurrente de ton audience dans tout ton écosystème digital par ces outils de gamification et d'engagement? Est-ce que vous en avez été satisfait de ces outils de gamification dans la stratégie globale digitale que vous avez amenée pour Paris 2024? Alors, on s'est servi de la gamification pour plusieurs objectifs. On s'en est servi beaucoup au début pour collecter de la donnée et pour essayer de comprendre qui étaient nos fans. Donc, typiquement, on a fait pas mal de quiz, de jeux en ligne, etc. Ça te permettait de collecter des points sur le club, ça te permettait de gagner des sacs, des t-shirts, etc., avoir des rencontres avec des athlètes et autres. Et ça, c'était un moyen pour nous, tu vois, de comprendre quel sport t'intéresse. Est-ce que tu vas aller voir du foot? Est-ce que tu vas aller voir du rugby à 7? Est-ce que tu vas aller voir de l'athlé? Est-ce que tu as envie d'être porteur de la flamme? Pourquoi est-ce que tu t'intéresses au jeu, etc. Donc, en fait, on s'en est servi pas mal. C'était un moyen de poser des questions aux gens et de comprendre un peu ce qui les intéressait. Et ça a très bien marché. On avait des taux de réponse qui étaient plutôt bons. Voilà, donc c'était un très bon outil de collecte de données, qui est une manière un peu sympa, un peu ludique. Et là, pendant la partie Jeux Olympiques, effectivement, on s'en est servi pour activer les fans. Donc, tu avais pas mal de jeux sur notre appli, des trivia, des quiz, etc. On a pas mal bossé sur la partie réalité augmentée avec Snapchat, en marque blanche. Donc, tu as plein de filtres développés par Snapchat qui sont sur notre appli, qu'on a utilisé dans les stades aussi, avec la cam Snapchat où ils te rajoutent des lunettes, un chapeau, etc. Ouais. Voilà. Et ça a plutôt bien marché. C'est des trucs sympas. Voilà. Après, aujourd'hui, on voit bien que le gros du trafic sur notre app, au niveau mondial, et le trafic est énorme, c'est la page de résultats, le calendrier des compétitions et le tableau des médailles. Voilà. Ouais. Maintenant, si tu zoomes sur la partie spectateur, c'est un peu différent parce qu'il y avait toute une section spectateurs dédiée dans l'app et le site internet pour les spectateurs. Voilà. Mais si tu prends au global, et forcément, tu as 99% de la population, parce que tu enlèves les quelques millions de spectateurs qui vont utiliser l'app du fond de leur canapé ou devant leur télé. Voilà, c'est principalement ça qu'ils vont aller chercher. Ok, c'est intéressant parce qu'un des gros challenges, les programmes de gamification et loyalty, finalement, c'est aussi pour réussir à engager la communauté internationale qui est loin des stades pour beaucoup des organisations sportives. Et c'est intéressant de voir que ça marche quand même plus pour les publics locaux que pour les publics internationaux. Ça marche aussi quand tu as quelque chose à gagner, tu vois. Donc, juste faire un quiz pour faire un quiz, voilà, ça, je pense que tu es sur une population assez réduite finalement. Voilà. Ouais. Top. Et donc, tu disais, après les Paralympiques, rideau fin septembre pour toute cette grosse organisation? Alors, les Paralympiques se terminent le 8. T'as une grosse partie des gens qui s'arrêtent juste après. Tous les gens qui ont été recrutés, en fait, juste pour livrer les Jeux. Et donc, tu vois, pour te donner un exemple, moi, dans mon équipe, la grosse partie des 80% des personnes partent ou même 90% partent le 10 septembre, on va dire. Voilà. Et les dernières personnes partent le 31 octobre. Voilà. Il y en a après qui restent dans d'autres directions, notamment tout ce qui est compta, finance, légal, etc. Faut clôturer tous les contrats, faut fermer la boutique, quelques gens au RH, voilà. Après, t'es vraiment sur un process de fermeture d'entreprise, en fait. Ouais. D'accord. Il y a une stratégie qui a été mise en place pour quand même essayer de faire en sorte que les gens qui ont travaillé sur Paris 2024 contribuent à la réussite sportive et à la croissance du sport d'une manière générale dans les différentes fédérations, dans les différentes organisations sportives, où c'est vraiment fermeture d'entreprise et chacun va partir dans sa direction, regarder sa prochaine opportunité. Alors après, un COJO, c'est très large. Tu as tout type de compétences.
Tu vois, tu as des gens qui viennent vraiment du milieu de l'événementiel sportif, tu as des gens qui sont spécialisés dans la logistique, tu as des gens qui sont spécialisés dans la sécurité, tu as des gens qui sont spécialisés dans les transports, tu as des gens qui viennent plus du monde du business comme moi. Voilà, donc tu as des gens qui vont rester dans l'événementiel sportif et qui vont pouvoir aller dans les fédérations, chez les partenaires, etc. Et puis tu as des gens qui vont, voilà, quand tu es spécialisé dans la logistique, tu as fait toute ta vie dans la logistique, et que tu as géré les entrepôts ou les arrivées d'équipements sportifs pour Paris 2024, bah voilà, tu vas continuer potentiellement ta carrière dans la logistique. En fait, c'est très vaste. Chacun, voilà, poursuit sa vie. Puis t'en as, tu vois, qui ont juste été là pour 3 mois, et t'en as qui ont été là pour 9 ans. Donc, t'as tout type de profil. Voilà. Globalement, ce qu'on ressent, c'est que les gens ont envie de faire une pause. Je pense que voilà, déjà, il y a un peu de fatigue. Et puis, t'as besoin, voilà, aussi, je pense, de gérer l'événement, de te poser, de se dire, OK, de quoi j'ai envie maintenant. C'est vrai que c'est un projet un peu unique, un peu à part. Que là, les 19 jours de Jeux Olympiques qu'on a vécu étaient juste hors normes. Voilà, mais c'est pas tout le projet, tu vois. Moi, sur 5 ans, c'est 19 jours. On va revivre des moments extraordinaires sur les Paralympiques. Voilà, mais ça reste, voilà, une bulle, la concrétisation de l'événement. Mais c'est un moment un peu unique sur un projet qui est potentiellement beaucoup plus long. Mais donc, mais parce que ma question, c'était surtout, en fait, sur les métiers bien spécifiques au sport et les expertises que vous avez pu développer. Il semble pas y avoir nécessairement de plan de transition, et naturellement, les gens qui sont sur des expertises, comme tu dis, la logistique, transport ou événementiel, vont retourner à leur quotidien plus traditionnel. Écoute, super intéressant. C'est super intéressant. Même pour moi, j'apprends plein de choses, en fait, sur le day-to-day, les transitions et sur l'organisation. Donc, c'est super intéressant. Je suis sûr que nos auditeurs vont adorer. Comme tu sais, on aime bien finir nos différents enregistrements sur un peu des recommandations. Donc la première, c'est qui est-ce que tu aimerais recommander pour notre podcast qui pourrait avoir des choses intéressantes à partager à nos auditeurs? Alors écoute, les Jeux paralympiques commençons dans 6 semaines. Moi, je suis très fan des Jeux paralympiques. J'ai eu la chance d'aller les voir à Tokyo. Je trouve que c'est des émotions absolument hors normes, et une vraie leçon de vie que nous donnent les athlètes paralympiques. Même s'ils aiment pas qu'on dise qu'ils sont des super-héros, je trouve que voilà, c'est une vraie claque qu'on se prend dans la figure quand même. Donc moi, je te recommanderais Ludivine Munoz, qui est au sein de Paris 2024, je t'enverrai ses coordonnées, et qui s'occupe donc qui est une ancienne athlète paralympique de natation, et qui s'occupe de tout projet paralympique, et qui est une fille absolument extraordinaire, et qui aura plein de choses passionnantes à te raconter sur le sport paralympique. Génial, avec grand plaisir. En plus, corréler l'actualité, c'est toujours plus intéressant. Et peut-être hors sujet avec les Jeux Olympiques d'une manière générale, si tu avais à recommander un livre, une série, un film qui t'ont inspiré, qui pourrait inspirer nos auditeurs aussi, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Alors, pour rester sur la partie professionnelle, si j'avais un livre à recommander qui est vraiment en lien aussi avec le COJO, c'est le livre First Who Then What de Jim Collins, qui est un livre de management assez classique, mais qui te dit qu'avant de savoir où tu veux aller, il faut savoir avec qui tu vas. Et c'est assez symptomatique de Paris 2024. Tony Estanguet a passé pas mal de temps au début à essayer de constituer son équipe et à faire venir des gens avec des compétences et de milieux assez différents, et de s'ouvrir à des gens qui sont au-delà du monde du sport, et du petit écosystème qui existait. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi, donc ça a été assez audacieux, mais c'est ça qui a fait aussi le succès de Paris 2024 aujourd'hui, en allant chercher vraiment les meilleurs dans chaque domaine. Donc je pense que voilà, savoir d'abord constituer son équipe, et après définir où est-ce qu'on va avec cette équipe, c'est ce qui est hyper important. Ouais, super intéressant. Génial, Carole. Merci beaucoup pour ton temps. En plus, t'es entre les deux événements, donc le temps est compté. Comme on l'a dit, les Jeux paralympiques commencent bientôt. Donc, merci beaucoup de nous avoir donné ce temps, et encore une fois, félicitations à vous, à toute l'équipe, parce je pense qu'en tant que Français, on a tous été incroyablement fiers là ces dernières semaines sur ce qu'on a réussi à faire en France. Eh ben, merci beaucoup, et puis à très vite sur les paras. Ça marche. Merci beaucoup à tous. Merci pour l'écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, en parler autour de vous. Vous êtes nos plus grands influenceurs, et on se revoit très vite pour un prochain épisode. Ça y est, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités, ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail.
et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.